voulais pas être prof, mais depuis toute petite, moi, ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc D'accord. ça, faut le savoir. C'est que depuis petite, mes parents, ils m'en parlent encore. C'est je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger. D'accord. Ou, peu importe. Et bilingue dans quelle langue Quand j'étais petite, peu importe. Et quand en 6e, j'ai commencé l'anglais, c'était je veux être bilingue en anglais et vivre dans un pays anglophone. Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais justement en 3e, et à ce moment-là, ma cousine vivait à New York, forcément, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Voilà. Mais par contre, j'étais pas très très bonne en anglais. Enfin, moi au bac, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. J'étais meilleure en espagnol. Mais l'anglais, c'était ta langue. Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a 2 choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions. Parce qu'en France, moi, je sais, pendant la formation, j'ai des enseignants de l'université qui m'ont dit, qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque et vous oubliez tous vos problèmes de la maison. Alors pas toujours très sain. c'est pas sain et c'est pas facile à faire. Enfin, bon, moi j'avais appris ça, donc je faisais ça. Et en fait, moi je suis arrivée aux États-Unis, c'était t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. Donc il faut que tu partages tes émotions. Et je travaille encore dessus. Hein. C'est pas tous les jours facile. C'est pas inné, quoi. Non. Mais je trouve ça tellement plus sain. Ma maîtresse, elle est capable de me dire que aujourd'hui elle est fatiguée et que donc ça va être compliqué pour elle. Ça veut dire que demain, si c'est le cas pour moi, je peux lui dire. Plutôt que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné finalement. Donc j'ai appris ça et j'ai appris aussi que on pouvait partager de nous-mêmes sans que ça soit intrusif ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou notre couleur préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là. Et aussi, comme c'était des grands, c'était des CM2, j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Et ça, pour les préparer pour le collège, middle school. Pour les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future, en fait. Là-bas, on m'a expliqué, mais tu sais, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour les tenir par la main et leur dire, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes qui soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont besoin. C'est pas les laisser comme ça, débrouille-toi. C'est voilà, au début, je t'apprends que si tu connais pas un mot, par exemple en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignante. Vraiment, c'est si vraiment tu trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. Ok, tu peux demander donc l'aide de quelqu'un, de tes pairs. Oh, super. Et s'il connaît pas, peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits carnet avec t'as un carnet tout le vocabulaire des fruits et légumes voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon, je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon, il y a un programme en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, etc. Ok. Et est-ce qu'on peut arriver à trouver ? Oui. Et forcément, dès qu'on leur donne ces bases, en fait, au début de l'année et qu'on travaille avec eux sur ça, à la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi, là, à la fin de l'année, mes élèves, qui sont pourtant cette année, j'avais les CE1, CE2, si je m'absente, ils ont il y a toujours un adulte forcément, mais si je suis malade et qu'il y a un adulte qui ne connaît pas nos routines, ils savent exactement quoi faire. Ils ont tous un travail dans ma classe. Jamais je ne deviendrai prof, enfin, sauf si c'est à l'étranger. Dans cet épisode de French Expat, enregistré en personne dans le Colorado, là où je vis, j'accueille Elsa Martin, une expatriée française qui partage son histoire captivante et son parcours éducatif hors du commun. Après 2 ans d'études de médecine, puis de biologie, Elsa se rapproche d'un métier qu'elle a pourtant évité à tout prix pendant toute sa vie, celui de ses parents, l'enseignement. Un métier passion qui ne la quittera plus et qui va la mener aux 4 coins du monde. Son objectif ultime étant de devenir enseignante dans une école bilingue aux États-Unis. Oui, mais entre cette prise de conscience et cet enregistrement arrive la pandémie du coronavirus. Et malgré une offre d'emploi en main pour une école américaine, les visas américains sont gelés
Alors Elsa décide de se donner à une autre de ses passions, le voyage. Aujourd'hui, Elsa nous embarque en voyage justement depuis Cambridge en Angleterre jusqu'aux Seychelles, en passant par la France, l'Espagne et les États-Unis. On découvre ensemble les défis qu'elle a dû affronter, les choix importants qu'elle a faits et les leçons qu'elle en a tirées tout au long de son parcours. Cet épisode aujourd'hui s'arrête aux Seychelles. Si vous souhaitez retrouver la suite de l'histoire d'Elsa, rendez-vous dans l'épisode 2, d'ores et déjà en ligne également. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. On est vendredi matin, il pleut à torrent, je viens de déposer mon fils à son summer camp du jour et j'arrive chez moi, il y a quelqu'un qui m'attend pour une interview et c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Je vais rencontrer Elsa qui est enseignante dans le nord du Colorado à Fort Collins et qui va nous raconter son parcours en tant qu'enseignante, un parcours qui a été semé de pas mal d'embûches et qui a enseigné dans pas mal de coins du monde. Ah bah voilà, j'arrive chez moi et je crois qu'elle est devant chez moi. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Tu la bise? Oh bah oui, quand on peut. Malgré la distance, t'arrives à être plus là à ta J'ai un peu stressé les horaires. Donc je calcule tout. Je me suis dit que c'est un peu de froid. Ça dépend lesquels. Ouais, t'as fait bonne route quand même? Ouais, ça Parce que quand j'ai vu la pluie, j'ai pensé à toi du coup. Non, ça c'est Il n'y a pas d'inondation? Franchement. Non, mais tu peux en avoir du coup, Hier je sais soir, pas. j'ai commencé à avoir peur parce qu'il a fait un orage. Ah ouais? Et j'ai vu l'eau qui montait dans le quartier. Oh, sérieux? Ah ouais. T'attends pas plus pour là? Oh non, 2 minutes, vraiment quand on m'a envoyé un message. Cool, et bah bienvenue. Et t'es prof, tu dois savoir poser ta voix pour parler dans des amphithéâtres. Je veux dire, Red Rock, tu le fais sans micro. Peut-être pas. Je sais utiliser ma voix de maîtresse, mais... C'est quoi ta voix de maîtresse? Je sais pas la faire en dehors de la classe, pour être honnête. C'est vraiment une voix... Allez. Non, je saurais pas. Je sais souvent, mes amis me demandent est-ce que tu peux faire ta voix de maîtresse? Et j'en suis incapable en dehors de la classe. Et alors tes élèves, ils t'appellent Madame Martin? Alors non, ici, ils m'appellent Miss Madame Elsa. Ah, Madame Elsa, ok. Mais c'est vrai que j'ai commencé, j'étais stagiaire, c'était Mademoiselle Martin. Ouais. Puis après, j'étais maîtresse Elsa. Et après, j'étais Madame Elsa. Et c'est toi qui imposes ou c'est... Non, c'est en fonction des écoles. Ouais, ils ont chacun une manière ouais. différente d'adresser les gens, quoi. Ici, moi, dans mon école, c'est vrai que les profs d'anglais, c'est Miss. Ouais. En espagnol, c'est Señora. Ah ouais, d'accord. Et du coup, en français, Madame. Logique. Ouais, en fait. Voilà. Mais la logique va pas jusqu'au bout, puisque les profs de mandarin chinois, c'est professeur. Donc, ah ouais. là où Excuse. Voilà. Donc... Bon, on va revenir un petit peu sur ton histoire, hein, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Avant d'arriver à Fort Collins, il s'en est passé des choses. Pas que en France, pas qu'aux États-Unis, ça va être cool. Est-ce que tu veux d'abord peut-être te présenter? C'est une question un peu traditionnelle que je demande aux gens qui passent à mon micro. Si tu te retrouvais là, aujourd'hui, ce qui est un peu le cas finalement virtuellement, devant une assemblée de Français établis autour du monde, disons que je sais pas, t'es dans un bar, à la cool, dans un truc où tu rencontres des gens qui vivent un peu autour du monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment est-ce que tu te présenterais? Et puis, surtout, je dirais, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent de toi? Question difficile. Déjà, je m'appelle Elsa, ce qui est très utile quand on est professeur des écoles après La Reine des Neiges. Ah oui. C'est quand même... hyper populaire, du coup. Hyper populaire. Plusieurs fois, j'ai eu le cas tu n'es pas blonde. Je ne suis pas blonde. Mais plusieurs fois, j'ai eu le cas d'élèves qui pensaient vraiment que j'étais La Reine des Neiges. Ah, des petits, quand j'ai remplacé en moyenne section, et tout le temps, ils étaient persuadés que... Parce que c'est pas un prénom commun aux US, Elsa? Non. J'ai entendu qu'en français, moi, je crois. Mais même en France, c'est pas... Ça revient, mais des personnes de mon âge, il y en a quelques-unes quand même. D'accord. Hein. Mais c'est plutôt maintenant les petits, quoi, avec le dessin animé. Mais, d'accord. Oui, donc je m'appelle Elsa, je suis professeure des écoles ou maîtresse. T'aimes bien conduire? J'adore conduire, j'adore les road trips, j'en ai fait 3 aux États-Unis, donc j'adore voyager, ça c'est sûr.
Je viens de Toulouse, alors peut-être que ça va On s'entendre. entend un petit truc, on Ça sait pas trop d'où ça voilà. vient, mais peut-être du sud, quoi. Ça s'entendrait un peu plus si on avait enregistré à mon retour de mes vacances en France. Oui, j'imagine. En général, effectivement, on le remarque beaucoup quand je reviens de France. J'ai enseigné à l'étranger, j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai pris mon temps parce que mes 2 parents étaient dans l'éducation nationale et j'ai toujours dit que je ne voulais pas être prof. Ah oui, d'accord. Voilà. Bingo. Donc, on en est là. Je suis prof. Ok. Mais pas dans l'éducation nationale. Mais pas dans l'éducation nationale. Donc, non, finalement, t'as un peu rempli ton contrat. Exactement. J'ai quand même eu mon concours, faut le dire. Mais j'ai démissionné avant de commencer pour venir aux États-Unis. D'accord. Puisque quand j'ai eu mon concours, donc en 2021, j'ai eu mon visa au même moment. J'imagine qu'on y reviendra plus tard, mais mon parcours a été compliqué. Là-dessus, bah oui. Mais donc j'ai contacté l'éducation nationale. J'ai dit est-ce que je peux garder le bénéfice du concours 1 an parce que je sais que ça se fait. Ils m'ont dit est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous êtes enceinte? Non. Ils m'ont dit non, faut démissionner. Alors j'ai dit ok. T'as quel âge sans indiscrétion? 30 ans. 30 ans, le bel âge. Voilà, je viens de faire les 30 ans. Alors, reprenons un petit peu le fil conducteur de ton histoire. Du coup, donc, tu voulais pas être prof. Non. T'es devenue prof par accident? Comment ça s'est passé? Non, alors, je voulais pas être prof, mais depuis toute petite, moi, ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc ça, faut le savoir. C'est que depuis petite, mes parents, ils m'en parlent encore. C'est je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger. D'accord. Ou, peu importe. Et bilingue dans quelle langue? Quand j'étais petite, peu importe. Et quand en 6e, j'ai commencé l'anglais, c'était je dois être bilingue en anglais et vivre dans un pays anglophone. Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais, justement en 3e, et à ce moment-là, ma cousine vivait à New York, forcément, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Voilà. Mais par contre, j'étais pas très très bonne en anglais. Enfin, moi, au bac, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. J'étais meilleure en espagnol. Mais l'anglais, c'était ta langue. Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Donc, je suis partie 2 semaines pendant l'été à Cambridge, donc en Angleterre, prendre des cours d'anglais dans une famille. J'ai recommencé l'année suivante. Avec une copine, on est reparti. Pareil. Mais je trouvais que mon niveau d'anglais était toujours pas bon. D'accord. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir y aller. Mais avant ça, j'ai commencé par faire la première année de médecine. D'accord, moi aussi. Voilà, on a ça en commun. À Toulouse, je l'ai fait 2 fois. Je suis arrivée très très proche. Alors moi, je voulais être pharmacienne, mais quand je l'ai fait, pharmacie venait d'être attachée à médecine. J'étais très 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 proche de l'avoir, à tel point que quand j'ai récupéré mes résultats, ils m'ont dit si vous voulez, vous pouvez tenter une 3e fois, ce qui est quand même très rare en général. J'ai dit non, c'est bon. J'ai eu 2 années sans vie, sans rien. Faut que je passe à autre chose. Et en fait, comme j'ai eu des bons résultats, j'avais eu la moyenne à mon concours. Il y avait des passerelles sur Toulouse. On pouvait choisir soit d'aller en 2e année de biologie, 2e année d'informatique ou 2e année de droit. C'était pareil. J'ai décidé d'aller en biologie parce que pour moi, c'était ce qui ressemblait le plus. Et je me suis dit, j'ai pas envie de partir dans autre chose pour l'instant, parce que moi, j'adorais la biologie en plus. Et en fait, à Toulouse, à l'époque en tout cas, je sais pas si ça a changé, mais dans cette filière de biologie cellulaire et physiologie, comme ça s'appelait, on avait le droit de prendre une option. Et moi, j'ai pris l'option accompagnement en technologie et sciences en école primaire. D'accord. Donc, je passais mes mardis après-midi dans une classe à enseigner les sciences pendant un semestre, il me semble. Et là, je me suis dit, finalement, je crois que... Révélation? Pas forcément révélation, parce que j'avais fait mon stage de 3e en maternelle. T'étais pas complètement étrangère. Voilà. Mais je me suis dit, finalement, c'est peut-être ce qui me ressemble le plus. C'est peut-être ce qui me permettra de partir à l'étranger. Donc, j'ai choisi de faire ma 3e année, ce qui était une possibilité à Toulouse. Donc, toujours on dépend de l'université de sciences en biologie, département biologie, mais c'est une année de préparation au concours de professeur des écoles. Donc là, 100% professeur. Et du coup, tu voulais devenir prof de sciences? Non, parce que prof des écoles, c'est un style primaire. C'est toutes les matières. Non, parce qu'en fait, j'ai eu souci dans ma scolarité. Enfin, souci, c'est pas un souci, mais moi, j'adorais la géographie, l'histoire, les maths, la bio, les langues. Enfin, vraiment un peu de tout.
Et je me voyais pas enseigner une seule chose. Et je suis pas trop parlée en public. C'est pas mon truc. Et je me trouvais plus à l'aise avec les petits qu'avec les grands. Ah, tu trouves que c'est un public plus indulgent ou... Moi, je les trouve durs, les petits. Ils sont durs, mais j'arrive plus facilement à créer un lien. D'accord. Et pour moi, c'était plus facile. Okay. Parce qu'en même temps, depuis que j'ai 15 ans, j'étais dans les camps de vacances, mono et tout ça. T'as eu ton BAFA? Alors, j'ai pas eu mon BAFA, mais parce que j'étais monitrice dans un camp de vacances pour des gagnants d'un concours de maths, le kangourou des maths. Ah oui, je me souviens de ce concours. Voilà, mon papa faisait partie de ceux qui l'organisaient et ils avaient rarement en fait des monitrices femmes. Et donc, dès que j'ai eu 15 ans, ils m'ont dit est-ce que... D'accord, excellent. Enfin, tout le monde le savait sauf toi, en fait, que tu allais peut-être devenir oui. Même mes amis autour de moi, ils m'ont dit... Personne n'était surpris. Ah non. Alors, mais absolument pas. On dit, depuis mes familles et amis, ils m'ont dit, mais on a toujours su. Enfin, j'étais celle qui, en heure d'études, aidait tout le monde, que ce soit au collège ou au lycée. Ouais, c'était une vocation, en fait. Probablement. Mais moi, je la refusais pendant un long moment. T'avais besoin de te le prouver aussi, de comprendre, enfin, d'y arriver par toi-même et pas de suivre les traces de tes parents, quoi, un peu. Alors ça, et aussi par les expériences un peu compliquées que mes parents ont vécues dans l'éducation nationale. Et moi, j'ai vu ce côté-là au niveau famille. Et c'est ça qui me dérangeait, je pense. C'est pas vraiment le métier de prof qui me dérangeait. Ouais. C'est ce que je voyais de ce... Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté de pouvoir devenir prof, entre guillemets, le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de faire partie de l'éducation nationale et que c'était un choix. Ouais. Que j'avais d'autres options. Ouais. C'est vraiment ça qui, je pense, a tout débloqué finalement, parce que je me suis dit, OK, je peux faire ce que j'aime. Mais de quel type de difficultés tu parles, ou tu veux peut-être pas rentrer dans les détails? Alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais tout simplement une administration qui ne les ont pas soutenus face à du harcèlement de supérieurs hiérarchiques. Et moi, j'ai vu ma maman, parce qu'elle était dans mon collège. CPE dans mon collège, ce qui n'est pas forcément évident à gérer en tant qu'enfant, mais j'ai vu ça. Ouais. Et ils avaient trouvé une solution, c'était la mettre dans un autre collège à mi-temps. Et le jour de la pré-rentrée, j'étais chez moi avec ma grand-mère et je reçois un coup de téléphone d'une inspectrice disant mais en fait, faut qu'on arrive à joindre votre mère parce qu'on a besoin d'elle dans un autre collège à temps plein. Et là, je pense que j'étais jeune, hein, j'étais en 5e. Et je pense que j'ai réalisé... ma mère va pas bien. Ils avaient trouvé une solution pour l'aider, même si du coup c'était à 45 minutes de chez nous au lieu d'être à 5 minutes. Et en fait, ils lui enlèvent ça. Et je pense que y a pas que ça, parce que mon père a aussi des choses de son côté, mais je me suis. C'est pas un métier facile. Hein. C'est pas un métier facile, et tout ce qui était avec les parents. Enfin, combien de fois mes parents ont dû aller porter plainte. C'est pas facile, et c'est tout ce côté-là qui m'a. Je vais pas dire traumatisée, c'est pas un traumatisme non plus. Mais ça fait pas rêver quand tu grandis. Tu te dis pas waouh, c'est ça que je vais faire. C'est ça. Moi, je suis fille d'enseignante aussi, et j'ai entendu aussi des histoires. Voilà. Et il y a plein de clichés sur le mais ils sont off tout l'été, ça va, c'est pas grave. Mais il y a enfin, je veux dire, ils l'ont pas volé. Quoi. Et puis off, enfin, je défends aussi mon métier, mais moi j'ai vu mon père qui était prof de maths. Effectivement, moi quand j'étais à la maison, il bossait pas. Par contre, quand je me couchais, lui, il préparait, et même là, il est retraité, hein, mais il préparait jusqu'à minuit, minuit et demi. Enfin, voilà. Ma mère est en CPE, c'est différent. Mais il y a plein d'à côté aussi, mais il n'y a pas le travail à la maison. Mais effectivement, moi, mon père, quand je me réveillais prendre un verre d'eau à 11h30 du soir, je le voyais en train de bosser, quoi. Et jusqu'au dernier mois avant d'être retraité. Ouais. Donc non, effectivement, moi, ça me faisait pas rêver, mais d'être dans une classe et aider les enfants. En fait, très rapidement, des histoires quand même positives que me racontent, parce que mes parents avaient quand même beaucoup d'histoires positives, je trouvais qu'ils avaient un impact extraordinaire. Et surtout, quand il y avait des élèves qui nous arrêtaient au supermarché, dans la rue, ou moi, j'allais voir les matchs de foot du TFC avec mon père, et il y avait un de ses anciens élèves qui avait un food truck. Et à chaque fois, c'était merci beaucoup, vous vous rendez pas compte. Et ce genre de choses me disait, quand même, ils ont un impact incroyable. énorme en tant que prof. Et j'aimais ce côté-là, me dire, bon, il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes quand ils rentrent à la maison.
Donc, pourquoi pas être cette personne quand ils sont à l'école. Ouais. Donc, effectivement, voilà, je me suis orientée vers ça. J'ai fait des stages, beaucoup de stages. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vu tous les niveaux de maternelle et élémentaire en stage. Et que cette idée de partir à l'étranger me titillait quand même encore. Et donc, je me suis mise... Parce que jusque-là, à part tes expériences à Cambridge, pour travailler ton anglais, tu n'avais pas vécu encore étranger, on est d'accord? Non, j'ai fait les camps de vacances du Camp Gros des Maths en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Mais dans un contexte francophone, du coup? Enfin, pas forcément. T'accompagner des enfants Non, parce que c'est des camps de vacances où il y a justement des Polonais, des Kazakhs, et tout ça. C'est des camps internationaux. Ah, je sais pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils avaient un peu besoin de moi, parce que je parlais un minimum anglais. Donc, mais j'ai pas vécu à l'étranger. Et j'ai pas fait pour l'instant de stage en tant que prof des écoles à l'étranger. Et donc, en janvier de ma 3e année de licence, je me dis... j'ai quand même envie. Puis on est étudiant, donc le mois de mai et juin, on est off. Et je me dis, bon, j'aimerais bien quand même trouver un stage à l'étranger. Et donc, je prends la liste de toutes les écoles françaises dans le monde, en Europe. Je me suis limitée à l'Europe pour ce stage. Et j'ai envoyé lettre de motivation et CV. Bon, il n'y avait pas grand-chose sur mon CV, à part ces camps de vacances et mes études en tant que prof. Mais je me suis dit, bon... Et sachant qu'au mois de mai-juin, ces écoles sont aussi souvent un petit peu à l'arrêt. Non. La plupart, ils sont sur le calendrier français, donc ils finissent début juillet. D'accord. Okay. Justement, c'est pour ça que j'ai visé l'Europe. Et pas de réponse. Et je me dis, bon. Donc, je tape dans Google, stage, prof, étranger. Et là, je tombe sur une offre d'un stage aux États-Unis d'1 an, au Minnesota. D'accord. Logement en famille, donc tout ce que j'ai toujours voulu. Stage d'1 an, immersion, tout ça. Et là, je vois date limite pour postuler 1er décembre. Ah merde. Et on est en janvier. On est en janvier, du coup, c'est foutu. Enfin, a priori. A priori. Et en fait, j'attends ma mère me rejoignait parce que c'était la période des soldes. C'est pour ça que je sais que c'est janvier. Elle me rejoignait sur Toulouse. On attendait le bus et je dis, maman, écoute, j'ai trouvé ce stage et j'ai l'impression que c'est tout ce dont j'ai toujours voulu. Et elle m'a dit, ouais, mais tu sais, alors ma mère est très protectrice. Je suis peut-être que c'est un signe, faut que tu restes ici. Faut que tu restes ici, ça sert à rien de postuler. Bon, donc on fait notre journée de solde et on rentre chez mes parents pour le week-end. Et j'en parle à mon père. Pas du tout la même réaction. Il me dit, bah, qui tente rien à rien, envoie et au pire, ils te disent non. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà. Et donc, je me dis, bon, il a raison en fait. Ça va me prendre... 1 heure, 2 heures de préparer ma candidature. On ne sait jamais. J'envoie ma candidature et là, réponse, si vous voulez, on a un entretien pour vous à Montpellier dans 1 semaine, le vendredi. Ah d'accord, donc en personne quand même. En personne. En fait, c'est une école donc, au Minnesota qui est d'immersion française et tous les ans, ils prennent 24, 25 stagiaires, peut-être un peu plus. Et ils font pour le recrutement... un tour de France, en fait. 2 enseignants pour rencontrer en personne. Et il n'y en avait pas à Toulouse, des entretiens. Mais il y en avait à Montpellier. Moi, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est 2 heures, 2 heures et demie. Le problème, c'est que moi, j'avais un cours obligatoire avec examen le matin, du vendredi matin. Et donc, et je devais être à 2h30, je crois. Et en fait, les entretiens étaient censés être à la fac de Montpellier le matin. Et je dis, bah, je veux bien être à Montpellier, mais je peux pas y être le matin parce que je peux pas ne pas valider ma licence, quoi. Et ils m'ont dit, pas de souci, rendez-vous à ce café Place de la Comédie à 2h30. Trop sympa. Ok, mon père, il me dit, non, mais je te conduis parce que je sens que ça va tourner dans ta tête parce que tu as toujours voulu faire cool ça. Qu'il puisse le faire. Ouais. Bah, il venait juste de prendre sa retraite. D'accord, ok. Donc, il pouvait le faire. Et donc, j'y vais, je passe l'entretien, je ressors et je savais pas. J'avais aucune idée de si ça s'était bien passé. T'avais pas un bon feeling particulièrement En fait, je pense que j'étais tellement stressée parce qu'il y avait tellement d'enjeux pour moi. C'était tellement ce dont j'avais toujours voulu. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. C'était vivre en famille dans une autre culture pour apprendre la culture, mais aussi apprendre mon futur métier pendant 1 an, voir des nouvelles techniques d'éducation. Donc,
Il y avait trop d'enjeux, je pense, pour moi, pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et finalement, ça s'est bien passé, puisque j'ai été prise. Je crois que j'ai su en avril. Ah ouais, donc ils ont quand même pris 3 mois. Début avril. Ils ont fini leur tournée, en fait. Ils ont fini leur tournée, je pense que c'était fin février. Puis après, en fait, ils reviennent donc au Minnesota. Ils débriefent avec tous les enseignants. Puis après, chaque enseignant dit moi, je pense que cette personne-là irait mieux avec moi, etc. Et donc voilà. Et je me suis dit, OK, en fait, finalement, ça tombe très bien. C'est entre ma licence et mon master. Donc, parfait. Donc, je suis partie 1 an à Edina, juste à côté de Minneapolis, au Minnesota. Trop bien. T'es déjà allée aux États-Unis ou pas? J'étais allée en vacances l'été précédent, mais voilà, j'avais fait New York. Oui, t'avais pas Minneapolis, c'était quand même. Enfin, le Minnesota, c'est quand même. Je savais même pas où c'était. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai postulé, je connaissais pas du tout le Minnesota, je savais pas le localiser sur une carte. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Tu veux nous le situer sur la carte? Le Minnesota, c'est la frontière. Au nord du Minnesota, c'est le Canada. À l'est du Minnesota, ça va être le Wisconsin et Chicago. Et c'est à peu près au milieu. C'est au milieu et au nord. Ouais. En gros. C'est quoi? C'est le Montana, l'autre côté ou non? C'est le Dakota. Le Dakota, ok. Dakota du Sud, Dakota du Nord. Ouais, ok. Voilà, et en dessous, c'est l'Iowa. Je crois. Dans mes souvenirs. Mais voilà. Est-elle prof de géographie aussi? J'adore la géo, mais à un moment donné, je connaissais toutes mes capitales des États-Unis. Et depuis, j'ai oublié. Mais voilà, c'est un État qui est malheureusement connu avec George Floyd, pour ceux qui se souviennent de tout ça. C'est un État son surnom, c'est l'État des 10 000 lacs. Il y a des lacs de partout, c'est très nature. C'est des hivers très, très froids. Très, très froids. Moi, si je me souviens bien, on était descendu en ressenti à moins 38 une fois. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Parce qu'il y a beaucoup de ciel bleu, de soleil en hiver. Mais voilà, c'est comme pas... si, en théorie, à part les 2 derniers mois où il pleut tous les jours. Mais... En théorie, le Colorado, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le Colorado, ressemble beaucoup au Minnesota. Ouais. Mais c'est un État où il y a plein de choses à découvrir. Mais après, il y en a qui connaissent par certaines séries, parce qu'il y a des personnages qui déménagent au Minnesota et c'est tout le temps ce stéréotype. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Minnesota avec ces tempêtes de neige et... Prince, ça c'est pas Minnesota? Exactement, Prince c'est du Minnesota, Bob Dylan du nord du Minnesota. Ok. Et alors, comment est-ce que tu prépares une fois que tu as le oui? Donc, on est au mois d'avril. J'imagine que c'est pour une rentrée courant août ou septembre. Exactement. Ouais. Donc, on devait y être en août. Et comme je disais plus tôt, on était une vingtaine de stagiaires. Donc, l'école est habituée. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Donc, ils créent un groupe Facebook avec tout le monde. On décide, on est 6 ou 7 à décider de prendre quasiment les mêmes vols avec... pour arriver ensemble. Arriver ensemble, voilà. Donc on arrive ensemble et donc forcément toute la préparation, moi j'ai trouvé ça plutôt facile entre guillemets, dans le sens où on était plus de 20 personnes à faire ça, où c'est un programme qui est bien établi. Franchement, ça n'a pas été mon départ le plus difficile, clairement. Forcément, rendez-vous à l'ambassade à Paris. Ça, stressant pour le visa. Vous aviez quoi, un J1 J1. J1 intern. Ok. Stressant, mais en fait... galvanisant aussi, j'imagine. Voilà, on arrive à l'ambassade, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est impressionnant, mais... L'ambassade, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément passés par là, c'est très particulier. C'est au niveau de la place de la Concorde à Paris. Exactement. On ne peut même pas marcher sur le trottoir le long de l'ambassade si on ne montre pas le... À l'époque, moi, c'était il y a longtemps, je sais pas, mais le mandat poste qui montrait qu'on avait payé, je sais plus, c'était 50 € pour pouvoir marcher sur le trottoir. Alors, sur le trottoir, moi, du coup, j'ai fait 3 visas, donc j'y suis allée 3 fois. Ouais. Pour le trottoir, il y a toujours les gardes. Enfin, je sais même, c'est des Américains, il me semble en plus. N'amenez pas votre ordinateur. Non. Tout le monde le pose au crayon. Voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'en fait, j'étais arrivée... Derrière, il y a quand même l'Élysée. Et c'était moins gardé l'Élysée que l'ambassade des États-Unis. Devant, en tout cas. Oui, parce que c'est l'arrière de l'Élysée. Exactement. Ouais. Et donc ça, moi, ça m'avait beaucoup impressionnée.
Mais effectivement, pour traverser, il fallait montrer... Alors, je sais plus ce que j'ai montré. En gros, il faut montrer des justificatifs. Voilà. Il n'y a pas de tiens, je passe par là, je vais m'arrêter à Et l'ambassade. pas d'accompagnateur. Ouais. Donc, moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Je préparais quand même un gros départ. Et non, il fallait y aller seule. Mais oui. C'est pas parce que tu as rendez-vous à 8h30 que tu vas passer à 8h30. C'est possible que tu prennes une demi-journée. Et puis, comme je disais, moi, je suis stressée des horaires. Oui. Donc, je suis arrivée bien avant. Ils m'ont dit non, mais vous pouvez attendre. Il y a un petit parc juste en face. Vous pouvez attendre juste en face. Là, vous avez le temps. Mais non, après, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'était assez facile. Et puis après, gros départ. Puis contact avec les familles, en fait, parce que on doit remplir un questionnaire sur ce qu'on voudrait, pas comme famille, mais plutôt ce qu'on voudrait faire pendant l'année, nos hobbies, comment on voudrait être considéré par la famille, parce que certains veulent être considérés comme un frère ou une sœur, d'autres plutôt cousin, cousine, enfin voilà. Et après, donc, le comité qui, avec l'école, s'occupe de matcher, en fait. Et on a 2 familles dans l'année. 2 familles d'accueil dans l'année. Plus une famille partenaire toute l'année qui nous fait faire des sorties, etc. C'est vachement bien organisé. Ah oui, c'est hyper bien organisé. Donc, contact avec les familles, etc. Et donc, voilà. Puis après, départ, première arrivée, premier passage à la douane avec un visa... J'étais pas bien, surtout quand une des autres stagiaires me dit Elsa, j'ai vu qu'il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit, tout ce qui était saucisson, mais j'en ai dans ma valise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, mais le dis pas. Donc, des vrais problèmes de français, quoi. Voilà, exactement. Et puis voilà, les familles nous récupéraient, nous attendaient avec la petite pancarte. Comme dans les films. Exactement. Le ballon. Alors, pas les ballons. Enfin, en tout cas, moi, ma famille n'avait pas les ballons, mais ils avaient la petite pancarte et ils étaient. Je crois qu'ils étaient tous là. Parce que moi, ma famille, il y avait les parents et 4 enfants. Je crois qu'ils étaient tous venus m'accueillir. Trop bien. Je me souviens bien. Mais voilà, puis après, début de l'aventure. Et puis, je crois que c'est une des meilleures années de ma vie, ouais. Tu te souviens de je sais pas, ton premier jour à l'école ou tes premiers moments dans la famille? Déjà, c'était beaucoup d'émotions pour moi parce qu'ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Comme si ça faisait des années que je faisais partie de leur famille. Donc c'est vrai que les premiers temps, c'était un peu... je comprends pas, ils me connaissent pas, mais c'est comme s'ils me connaissaient. Donc c'était un peu... étrange, mais tout de suite hyper bien accueilli. Le deuxième soir, alors que j'étais en plein quand même décalage horaire, moi je leur avais dit que ce que je voulais, c'était aller voir un match de chaque sport aux États-Unis. Et donc j'étais déjà à un match de football américain des Vikings. Trop bien. Et le père qui me dit, c'était le père et 2 des enfants, il me dit non mais t'inquiète pas, ils sont nuls, ça va jamais durer. On y était jusqu'à minuit. À la fin, il me fait je suis désolée, j'ai jamais vu un match des Vikings qui dure aussi longtemps. Je fais, oui. Mais oui, ils ont tout fait. C'est une chance de pouvoir aller. Ouais, c'est cool. Ah oui, ils ont tout fait pour que. Moi, j'étais avec eux jusqu'en janvier. Ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Thanksgiving, Noël. D'ailleurs, toi, tu voulais quoi? Tu voulais être considérée comme frère, sœur, cousine? Alors moi, je voulais être considérée comme une cousine. D'accord. Parce que je me disais, en fait, j'ai pas envie d'être maternée parce que moi, j'ai quitté le cocon familial. J'avais 17 ans, je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, je voulais pas être maternée, considérée comme un de leurs enfants. Mais je voulais pas être considérée comme une étrangère non plus. Donc, et on a finalement très bien réussi à trouver cette place. Et c'était exactement la famille qu'il me fallait. Trop bien. Me laissant mon indépendance, mais aussi en même temps, c'est des petites choses tout bêtes, mais si j'avais prévu de dîner avec eux et qu'au dernier moment, on me disait, viens, on va faire une partie de tennis, ça va durer un peu plus longtemps, je leur envoyais un message, quoi. Ça restait quand même... Je vivais chez eux. Ouais, donc, ça, t'es pas à l'hôtel, quoi. Voilà. Mais non, et je continue à les voir. Enfin, moi, je vais Minnesota hyper régulièrement. C'est vrai. Là, ça fait 2 ans que je suis au Colorado. La première année, j'y suis allée à Thanksgiving et à Noël. L'année dernière, j'y suis allée à Thanksgiving. Cette année, je vais probablement y retourner à Thanksgiving. Mais oui, j'ai été retournée aussi après plusieurs fois. Mais
Non, j'ai La famille, gardé... ils ont fait du bon boulot pour vous matcher, quoi. Ouais, cette famille et puis aussi finalement les autres familles. Parce que c'est une grande famille, cette école. Et je suis devenue très proche d'une famille qui aidait beaucoup en fait à donner des rides. Donc, c'est-à-dire à nous amener d'un point A à un point B, les stagiaires, parce qu'on n'avait pas de voiture. Et je suis devenue extrêmement proche d'une de ces familles. Et c'est notamment soit chez ma première famille, soit chez eux que je vais quand je vais au Minnesota. Trop bien. Ouais, je connais toute leur famille, les cousins, les cousines. Donc, tu fais vraiment partie de la famille, quoi. Oui. Trop bien. Ouais. Et tes premiers moments dans cette école, alors, parce que là, du coup, tu te confrontes au métier que tu as beaucoup rêvé, mais que tu n'as pas encore vraiment exercé. Alors, c'était... alors déjà, pareil, au niveau du match avec mon enseignante, j'avais 2 enseignantes, mais surtout l'une d'entre elles, parfait. Ils n'auraient pas pu trouver mieux. C'est pareil, dès que je vais au Minnesota, on s'envoie des messages pendant toutes les 2-3 semaines. C'est vraiment devenu une amie. Et une autre prof aussi de la même équipe. Moi, j'étais dans l'équipe des CM2. Pareil, très, très proche d'elle. Et je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait pour me montrer le métier. Parce que moi, j'avais surtout envie, pendant cette année-là, de découvrir des techniques de gestion de classe. D'accord. Et... Parce que je pense que c'est ça dont j'avais le plus peur en tant qu'enseignante. C'est pas enseigner le contenu. Ça, j'avais pas spécialement d'appréhension. Mais tout ce qui était gestion de classe, organisation, etc. Et donc, j'arrive dans cette école. Donc, forcément, les casiers à l'américaine, même pour des élémentaires dans cette école, qui est une école immense. Il y a 4 classes par niveau. Il y avait, parce que maintenant, ils grossissent encore plus, donc c'est encore plus. Mais ça fait à peu près 100 élèves de CM2, 100 élèves de CM1. C'est quand même énorme. Donc forcément, et on prend le bus jaune le matin pour aller à l'école. Mais moi, mes premiers mots, c'était waouh. Alors, waouh. Ok. Mon année va être comme ça. Je vis dans un film. C'est ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on avait quand même une petite semaine avec tous les autres stagiaires d'adaptation où il y a des parents qui sont venus pour nous expliquer nos relations, ce qu'on pouvait attendre en fait des familles d'accueil, des familles partenaires. Et on arrivait le matin, c'était des bagels de partout, du café. C'était dingue, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est exactement ce que je voulais. Et donc après, on a commencé l'école, quoi. Les enfants ont commencé à arriver. Et je me suis dit, ok, déjà, c'est hyper différent de la France et d'autres écoles aussi. Je m'en suis rendu compte après parce qu'évidemment, moi, c'était la première fois que j'allais dans une école américaine. Une école américaine à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, honnêtement, j'ai généralisé. Aussi, j'avais 21 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune. J'ai généralisé. Je me dis, waouh, c'est tellement différent. Puis après, je me dis, maintenant, en me faisant la réflexion, en ayant vu des écoles différentes, je me dis, ok, en fait, c'est comme en France, il y a de tout. Et donc, au final, je me dis, ok, donc ici, déjà, il y a de la classe flexible. C'est quoi ça ? Donc, la classe flexible, c'est arrivé depuis quelques années en France quand même. Et moi, là, je parle, c'était il y a 9 ans. En tout cas, à l'époque, moi, quand je suis arrivée donc en 2014 pour ce stage, on m'a expliqué que c'était, les élèves n'ont pas leur siège attribué et c'est tout le temps là. Et surtout, il y a des assises différentes. Donc, il va y avoir des chaises qui vont un peu rouler. Il va y avoir tout ce genre d'assises différentes pour laisser le choix, en fait. Parce qu'on est tous différents. Non, moi, je préfère être assis sur une chaise comme ça. Moi, je préfère être par terre. Donc, voilà, c'est vraiment le principe de tu n'as pas... une manière d'apprendre. Une manière d'apprendre. C'est aussi, par exemple, tous les lundis matins, si je me souviens bien, ils avaient chacun un programme différent dans la classe en fonction de ce dont ils avaient besoin de faire. L'enseignante et du coup la stagiaire, donc moi, on avait regardé en maths la semaine précédente ceux qui avaient eu des difficultés, on les prenait en petits groupes. Voilà, donc il y a 9 ans, moi j'en avais pas du tout entendu parler en France pendant mes stages ou même pendant ma formation. Donc génial. Donc là, pour moi, c'était génial. Après, maintenant, je vois beaucoup que ça se fait en France, donc c'est super. D'accord. Et finalement, et je sais que quand les parents visitent notre école actuelle, des nouveaux parents en fait qui veulent inscrire leurs enfants, souvent ils sont mais c'est génial parce que moi, mon enfant, il préfère apprendre quand il est assis comme ça. Donc voilà, c'est quand même moi, c'était beaucoup plus inclusif. En fait. Ah oui, totalement. Et donc moi, c'était une découverte pour moi. Je trouvais ça génial. Et aussi sur cet enseignant m'a beaucoup appris sur créer le lien avec les élèves. D'accord. Et comment tu développes ça ?
Alors, elle faisait le cercle de partage du matin. Donc, tous les matins, on est tous assis en cercle et c'est comment ça va et aussi une question du jour. Donc, par exemple, quelle est ta couleur préférée ou qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Et donc, chaque enfant partage. Et le prof partage et aussi. le du prof coup. partage aussi. Et Ça moi, met sur une relation un peu d'égale. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a 2 choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions. Parce qu'en France, moi, je sais, pendant la formation, j'ai des enseignants de l'université qui m'ont dit, qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque et vous oubliez tous vos problèmes de la maison. Alors pas toujours très sain. c'est pas sain et c'est pas facile à faire. Enfin, bon, moi j'avais appris ça, donc je faisais ça. Et en fait, moi je suis arrivée aux États-Unis, c'était non, t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. Donc il faut que tu partages tes émotions. Et je travaille encore dessus. Hein. C'est pas tous les jours facile. C'est pas inné, quoi. Non. Mais je trouve ça tellement plus sain. Ma maîtresse, elle est capable de me dire que aujourd'hui elle est fatiguée et que donc ça va être compliqué pour elle. Ça veut dire que demain, si c'est le cas pour moi, je peux lui dire. Plutôt que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné, finalement. Donc j'ai appris ça. Et j'ai appris aussi qu'on pouvait partager de nous-mêmes sans que ça soit intrusif ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou notre couleur préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là. Et aussi, comme c'était des grands, c'était des CM2, j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Et ça, pour les préparer pour le collège, middle school. Pour les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future, en fait. Là-bas, on m'a expliqué, mais tu sais, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour les tenir par la main et leur dire, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes qui soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont besoin. C'est pas les laisser comme ça, débrouille-toi. C'est voilà, au début, je t'apprends que si tu connais pas un mot, par exemple, en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignante? Vraiment, c'est si vraiment tu trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. Ok. Tu peux demander donc l'aide de quelqu'un, de tes pairs. Oh, super. Et s'il connaît pas? Ah, peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits carnets avec, t'as un carnet, tout le vocabulaire des fruits et légumes. Ou, voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon, je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon, il y a un programme en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, etc. Ok. Est-ce qu'on peut arriver à trouver? Oui. Et forcément, dès qu'on leur donne ces bases, en fait, au début de l'année et qu'on travaille avec eux sur ça, à la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi, là, à la fin de l'année, mes élèves, qui sont pourtant cette année, j'avais les CE1, CE2, si je m'absente, ils ont il y a toujours un adulte forcément, mais si voilà, je suis malade et qu'il y a un adulte qui ne connaît pas nos routines, ils savent exactement quoi faire. Ils ont tous un travail dans ma classe. Donc, par exemple, arroser les plantes, écrire la date au tableau, etc. Ils savent où tout est rangé. Ils savent où sont les ressources. Trop bien. Et ils sont indépendants. D'accord. Trop cool. Donc, première année, révélation. T'adores ce que tu fais. Comme tu dis, c'est une des plus belles années de ta vie. C'est quand même vachement fort. C'était en quelle année, du coup? C'était il y a... 2014-2015. D'accord. Je pense aussi que c'était une des plus belles années dans le sens où le groupe de stagiaires, on était vraiment hyper soudés. Et on a beaucoup voyagé. Et moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Dès qu'on avait un long week-end, on partait quelque part. De très, très bons souvenirs de cette année-là. Donc, du coup, arrive la fin de cette première année de stage aux États-Unis. Donc, toi, initialement, ton plan, c'était d'avoir cette année de stage césure et de retourner faire ton master. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai fait ça, mais pas totalement. Évidemment. C'est-à-dire que forcément, en fait, cette année-là, j'ai eu la révélation du système d'immersion. Parce que donc, le système d'immersion, c'est vraiment enseigner une langue étrangère, mais enseigner les maths dans cette langue étrangère et pas forcément un public qui a des Français dans sa famille. Dans sa famille. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire, mais comment je vais réussir à devenir prof en école d'immersion. Donc forcément à l'étranger. Forcément à l'étranger.
Alors, en France, ça se développe. Il y a des écoles. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des écoles d'immersion en occitan, par exemple, je sais, moi, dans la région, ou en allemand, ou en corse, ou en basque. Mais si je voulais le faire en France, c'était en anglais. Et il y a très, très peu. Ça se développe en ce moment. Mais il y a quand même très, très peu d'écoles d'immersion anglaise en France. D'accord. Donc, forcément à l'étranger. Et c'est pas un système qui existe partout à l'étranger. Parce qu'on ne parle pas de lycée français à l'étranger. On parle d'écoles d'immersion locales. Là où ça a commencé, c'était le Canada. Donc, c'est là où il y a le plus d'écoles d'immersion. C'est au Canada. Donc, je me suis dit, OK, il y a le Canada. Il y a les États-Unis. Et c'est à peu près tout pour moi. D'accord, OK. Il y en a quelques-unes, il me semble, aussi en Belgique. Mais voilà, c'est pas beaucoup de pays. Mais je me dis, bon, j'ai qu'une licence pour l'instant. Et j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de connaître plus du système éducatif anglo-saxon. J'ai envie de plus. Et donc, à ce moment-là, en fait, quand je suis toujours dans cette école d'immersion au Minnesota, on nous fait passer une offre pour être assistante de français dans un college, donc une université, au Minnesota. Et je me dis, OK, mais pas l'année prochaine. Ouais. J'ai besoin de rentrer, commencer mon master, parce que sinon, je le ferai jamais. Donc, alors j'avais oublié un petit détail, pardon, c'est que j'étais inscrite au master pendant que j'étais aux États-Unis. D'accord. Pour en fait redoubler et pas avoir faire toutes les démarches de candidater. D'accord, ok. Mais en fait, au dernier moment, donc en fin mai, toute l'année, j'ai envoyé des messages en disant, vous êtes sûr, j'ai pas besoin de passer même à distance un des examens pour dire quand même que voilà, je suis pas un fantôme, j'existe et que je peux redoubler. Non, t'inquiète pas, on connaît ta situation. Et en fait, mais 2 semaines avant la fin, je reçois un mail. Il faut absolument que tu passes au moins un examen du semestre 1, un examen du semestre 2, sinon tu peux pas redoubler. Donc pendant mon road trip, j'avais l'ordi et je faisais le début de mon mémoire en fait. D'accord. Donc j'ai dû réfléchir en 2 semaines à ce que je voulais faire comme mémoire. Donc voilà, donc on a alterné pour conduire, mais effectivement, quand je n'étais pas en train de conduire, j'étais à l'arrière en train d'essayer de faire ça, quoi. Et donc je me dis, je suis obligée de rentrer de toute façon pour faire mon master 1, sinon après c'est fichu, puisque... Donc je suis rentrée faire mon master 1, je l'ai pas fait à Toulouse, je l'ai fait à Foix, donc en Ariège, pas si loin, à 1 heure de Toulouse, parce que c'était une plus petite structure, je me suis dit, ils vont plus comprendre mes besoins. À ce moment-là, normalement, le Master 1, c'est pour préparer le concours. On passe le concours. Moi, j'étais là, non, on ne me ferait pas passer le concours cette année. Je ne suis pas prête, j'en ai pas envie, j'ai besoin de plus avant de me lancer dans cette aventure. Donc, ils étaient hyper compréhensifs. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Et moi, en fait, je me suis sentie tellement détendue de ne pas avoir cette pression au concours, surtout que tous les autres l'avaient. Que je crois que c'est une des années où j'ai le mieux réussi finalement, parce que je me dis, mais en fait, tous les dossiers qu'on doit faire, je les fais pour le plaisir. Je choisis des sujets qui me plaisent parce que voilà, il n'y a pas l'objectif concours. Mais j'apprenais beaucoup et en fait, on devait faire 2 stages pendant l'année. Un stage donc en octobre-novembre, je crois que c'était 1 ou 2 semaines d'observation. Donc je l'ai fait dans une école à Foix, en maternelle. Et je me suis dit, ok, bon, maintenant la boucle est bouclée. J'ai vu... tout ce que je pouvais voir à fond de la petite section au CM2 en France. Donc, je vais faire un stage à l'étranger. Allez, encore. Il est temps. J'avais déjà passé un an, mais bon. Et donc, je demande est-ce que c'est possible. Ils me disent oui, tu peux le faire en février, parce qu'il y avait un 2e stage à faire de 2 semaines. J'ai dit, mais moi, si je pars, c'est pas 2 semaines, c'est au moins 1 mois, parce que le temps qu'on s'adapte à la culture, à tout ça... Ils m'ont dit, ok, comme tu passes pas le concours de toute façon, et qu'en fait, c'était 2 semaines de stage, 1 semaine de vacances et 1 semaine de cours. Ils m'ont dit, mais en fait, il n'y a qu'1 semaine de cours que tu devras rattraper. Mais là, c'est pareil, il faut trouver un stage. À l'étranger, c'est bien beau de le dire, mais il faut le faire. Et là, me vient l'idée, parce que je veux toujours aller dans un pays anglo-saxon, de recontacter la famille chez qui j'étais à Cambridge, avec qui j'avais toujours gardé contact. En leur disant, est-ce que par hasard, vous pourriez demander à l'école de vos filles si je peux pas faire un stage. Ok, pas de problème. Trop bien. Et en plus, c'était quelque chose de différent, parce que c'était un lycée, une école privée catholique. Donc moi, j'avais jamais été dans cet univers-là. Donc je me suis dit, mais top, je vais découvrir encore quelque chose d'autre, uniforme, etc. Alors que jusqu'à présent, j'avais jamais été dans une école avec uniforme. Je me dis, mais c'est super, je peux découvrir quelque chose d'autre. Et donc je suis partie 1 mois pendant ma première année de master, finalement, à Cambridge. Trop bien. Et donc, ça m'a confortée dans mon idée.
Ouais. Et au même moment, je me dis, mais en fait, j'ai toujours dans l'idée, ouais, mais il y avait cette annonce d'assistante de français au Minnesota pour être dans une université pendant 1 an. Ça me ferait quand même prendre des cours sur l'éducation, donc je comprendrais un peu mieux le système éducatif américain. Je postule. J'ai une réponse. Alors moi, mes réponses arrivent toujours au meilleur des moments, j'ai l'impression. Mais j'allais passer un oral, je me souviens très bien, pour mon master. Ouais. On devait présenter les ressources qu'on pouvait utiliser en école primaire pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas un sujet très léger, très light, ouais. mais moi j'adore, donc je m'étais vraiment préparée à fond. Et en fait, juste avant de passer, j'ai forcément mon ordi, tablette devant moi. Et là, t'as le bing. Et là, j'ai le bing du mail. Et je fais l'erreur d'appuyer. Ouais. Bon, en même temps, c'est trop tentant. C'est trop tentant, mais sauf que c'était une réponse négative. Ah merde. Ah ouais, donc du coup, ça a été... Donc, je passe. Forcément, je suis un peu pas trop là, quoi. Ouais. Donc, l'enseignant me dit qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'explique. Il me dit je comprends. Il me dit ça va, ton oral, c'était bon. C'est juste, il me dit, je me suis rendu compte que t'étais pas là, quoi. T'étais pas présente. Ouais. Je dis oui. Je fais mais c'est pas grave. Et en fait, moi j'avais vu je sais plus sur quel réseau social, mais quelque chose qui disait quand on te dit no, c'est next opportunity. Donc je me dis ok, c'est pas grave. Ok. C'était pas pour moi. Je trouverai autre chose. Donc je me dis je finirai mon master 2. Mais évidemment, je suis toujours pas en objectif concours, donc il faut que je trouve quelque chose de différent. Donc, j'avais trouvé un Master 2 à Toulouse qui est quand même relié à l'enseignement, qui fait partie des INSPE, des centres de formation pour profs, qui est un Master 2 en enseignement à l'étranger. Ah, mais génial, je savais même pas que ça existait. Voilà, c'était le seul de France à cette époque-là. Il y avait un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand aussi. Je sais pas si ça a changé, mais c'était à Toulouse, donc forcément, tout va bien. Je me dis, ok. Et je trouve un boulot pour l'été, voilà. Et en fait, mi-mai, je reçois un mail me disant, donc de cette université au Minnesota, qui me dit en fait, le poste vient de se libérer, est-ce que vous êtes toujours intéressé et il est disponible. Si oui, donc c'est un vendredi, si oui, entretien dimanche. Ah oui, sympa. Oui, toujours, oui, ok, d'accord. Donc je passe l'entretien et c'était 2 professeurs de l'université du département de français. Et elles me disent écoutez, si vous voulez, on vous recontacte dans les 48 heures pour vous donner notre réponse. Je dis ok, 48 heures, voilà, c'est pas très long non plus. Dans l'heure, j'avais bon, mais c'est bon, on vous a choisi. Faut être là à telle date, on commence les démarches de visa. Donc j'appelle le boulot que j'ai trouvé pour l'été en disant bon, mais finalement, ça va pas être possible. Pour la petite histoire, donc je reviens sur mon prénom, je m'appelle Elsa et l'université s'appelle Saint-Olaf College. C'est génial. Donc autant vous dire que tous mes amis m'ont dit non mais tu peux pas, tu es obligé d'y aller là. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la Reine des Neiges, c'est qui Olaf? C'est le bonhomme de neige. Voilà, donc Olaf est le bonhomme de neige, Elsa c'est la reine. Dans ma première famille d'accueil, la maman s'appelait Anna, donc qui est la sœur d'Elsa. Donc voilà, le dessin animé La Reine des Neiges m'a un peu suivi partout. Mais donc voilà, je me dis ok, entre mon master 1 et mon master 2, je vais faire mon année d'assistanat aux États-Unis. Donc je suis arrivée là-bas, j'étais entre guillemets responsable de la maison francophone, donc j'étais dans une des maisons de l'université avec 7 ou 8 autres étudiants qui apprenaient le français ou qui étaient natifs francophones. Et pareil, une autre de mes meilleures années à apprendre, je prenais que des cours d'éducation quasiment. Plus tennis. J'ai eu le droit de prendre les cours de tennis. Et quelques autres cours. Par exemple, j'avais Family Studies, donc c'était tout ce qui était l'étude de la famille, les connexions dans les familles, etc. Y a un cours qui était passionnant, c'était Introduction to Race and Ethnic Studies, donc c'était tout ce qui était sur les ethnicités, tout ça. C'était vraiment top. Trop bien. Mais c'est effectivement c'est une université ça s'appelle Liberal Art College. Donc ils choisissent en fait, ils ont une majeure, donc par exemple ils sont spécialistes en biologie, mais ils peuvent prendre d'autres cours à côté quoi. Et moi je trouvais ça passionnant. Et en dehors de ça, je devais 10 heures en fait de mon temps au département de français. Donc il y a une classe que j'enseignais ou que j'accompagnais entre guillemets.
Et après, on faisait des repas aussi, des événements à la Maison Française. Et d'animer le réseau aussi. Exactement. Et à la fin, ils m'ont proposé de rester une 2e année. Mais en fait, c'est pas une université qui propose professeur des écoles. Le diplôme, en fait. Donc, j'avais pris toutes les classes en éducation. J'aurais pas eu de diplôme à la fin, sauf si je voulais être prof de français. Mais du coup, c'était pas mon but. Moi, je voulais être en école primaire en français. Donc, je suis pas restée une 2e année. Mais c'était aussi une très belle expérience. Donc du coup, au retour, avec cette fois-ci l'idée de te faire ton M2. Exactement. Donc je fais mon M2 enseigné à l'étranger, puisque pour l'instant le concours n'est toujours pas dans ma tête. Ouais. Et je fais ce M2 où j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça nous a appris plein de choses, parce que on a étudié des systèmes éducatifs différents. On s'est aussi mis dans la peau d'apprenants, puisqu'on avait une de nos enseignantes qui était suédoise et donc qui nous a fait une démonstration comme si c'était notre premier cours en suédois pour nous mettre dans la peau en fait des élèves qui apprennent le français. Donc vraiment une année hyper enrichissante aussi. Mais c'est la fin. J'ai mon master 2, je fais quoi ? Et je me dis il faut que je parte à l'étranger. J'ai toujours voulu ça. Je me suis concentrée du coup sur le Canada et les États-Unis. Et en fait, le frein, c'est que je n'ai pas le concours de prof des écoles en France. Pour les visas, pour le Canada, etc. Mais certaines écoles, finalement, aux États-Unis, vu que j'ai de l'expérience, que j'ai le diplôme, ça compense. D'accord. Et donc, on m'offre un poste, je dirais pas où, mais aux États-Unis. Et je me dis, super, de toute façon, je dois partir donc là-bas mi-août. Et j'avais fait l'été précédent, en fait, j'étais... manager entre guillemets, mais du programme de français dans un camp de vacances international en Suisse. D'accord. Et prof de français en même temps pour les étrangers dans ce camp de vacances. Et donc je leur ai dit, si vous voulez, moi je reviens le mois de juillet parce que je dois juste partir en août, etc. Ouais. Donc j'y vais fin juin, début juillet. Et en fait, fin juin, j'ai toujours pas de nouvelles pour mon visa. J'envoie des messages et c'est bizarre parce que j'ai quand même fait 2 visas précédemment et c'est pas comme ça. C'était pas comme ça, quoi. Et donc j'envoie des mails. J'étais donc en Suisse, au milieu de la montagne, avec mes élèves, et je reçois un mail me disant en fait, ça va pas le faire, on va pas vous faire votre visa. Pourquoi ? Pour l'un d'entre eux, je crois que c'était le J1 teacher, donc le J1 prof. J'étais pas restée 2 ans en dehors des États-Unis, j'étais restée qu'1 an pour l'instant, donc je pouvais pas. Et le H1B, qui est un autre visa qui est encore mieux, parce que j'avais pas assez d'expérience. Je me suis dit, ok, pareil, même mentalité que la dernière fois. Next opportunity. Trop bien. Mais je me dis, je me laisse le temps, donc je préviens mes responsables en Suisse. Je dis, en fait, je vais pouvoir rester jusqu'à mi-août, jusqu'à la fin de vos camps de vacances. D'accord, tant mieux, finalement. Enfin, t'es contente. Quitte à être là, je reste là. Ouais. Et en fait, je me dis, j'ai pas envie de passer mon temps libre pendant le camp de vacances à chercher à fond un boulot. Je vais en profiter. Et en fait, en septembre, tu feras ça tranquillement. Ouais. Et donc, c'est un camp international, donc on vient tous de pays différents dans les animateurs, etc. Et donc, je me suis fait des amis d'un peu partout, notamment une amie espagnole qui me dit mais viens à Grenade, en fait. Enfin, viens passer 1 ou 2 semaines. C'est le moment ou jamais. T'as pas de boulot. On a fini le camp de vacances. Je dis OK. Et en fait, quand je suis chez elle, elle me dit mais vas-y, montre-moi un peu ton site. Donc, c'est le site Enseigner à l'étranger. On trouve toutes nos annonces pour être prof à l'étranger. Et là, je vois quelques postes qui m'intéressent. Et j'en vois un en Australie, notamment. Mais c'est un poste de remplacement sur 6 mois. Et je me dis, bon, ça peut me faire 6 mois, quoi. Enfin, pourquoi pas. Et le dernier jour, je vois un poste aux Seychelles. Aha. Mais c'était rentré au 1er septembre. Et moi, j'étais à Grenade jusqu'au 3 septembre. Donc, je me dis, tant pis, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, je passe quand même l'entretien quand je suis en Espagne pour l'Australie. Mais je me dis, ça m'a l'air bien compliqué au niveau, parce qu'il fallait que je fasse un PVT, parce qu'il pouvait pas me... Ouais. Je me dis, bon, est-ce que pour 6 mois, ça vaut le coup ? Je réfléchis, mais je suis pas hyper convaincue. Je me dis, j'ai pas l'impression que c'est là où je dois aller. Et donc, je rentre, et forcément, en fait, comme je vais partir avant la Suisse, mon idée, c'était je vais en Suisse, puis après, je pars aux États-Unis. Donc, j'avais vidé mon appartement, tout était chez mes parents. Ouais. Donc, retour chez papa, maman. Surprise. Et vraiment en mode, bon, je vais me reposer. Donc, je suis clairement chez eux, dans mon lit en pyjama. Et je me dis, bon, je sais que les Seychelles, la rentrée, c'était il y a 2 jours. Mais je vais envoyer mon CV et ma lettre de motivation.
Et je pense même pas 10 minutes après avoir envoyé, j'ai un coup de fil sur mon téléphone des Seychelles. Et en fait, je réponds pas. Je me dis, mais c'était un scam en fait. Enfin, pourquoi on m'appellerait aussi vite? C'est que quelqu'un voulait récupérer des numéros de français. Enfin, tu vois, mais vraiment, je me dis, mais non. Et en fait, le numéro rappelle. Je dis, bon, s'il rappelle quand même, c'est que... Et donc, je décroche et c'était le directeur de l'école française des Seychelles qui me dit, est-ce qu'on peut faire un entretien là tout de suite? Et là, je me regarde de haut en bas. En pige. En pige, ouais, clairement, dans le lit, pas coiffé. Et je dis, ben oui, est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes le temps que j'allume mon ordinateur, puisque je préfère faire ça sur l'ordinateur que sur le téléphone. C'était surtout vraiment pour m'habiller, quoi. Et donc, et mon père, je me souviens, donc on a 2 étages chez mes parents. Il était en train de cuisiner, c'était presque l'heure du repas. Et je lui dis, papa, parce qu'on a un bureau commun avec mon père. Je lui dis, papa, tu montes pas dans le bureau, j'ai un entretien, je vais peut-être partir aux Seychelles. Et il me répond, ouais, bien sûr, le repas est bientôt prêt. Donc je mets vite fait une chemise, je me coiffe et je fais l'entretien. Et le directeur me dit, bon, ben, on vous donne la réponse très rapidement. Ben oui, très rapidement, c'était dans l'heure en fait. Et il me disait, il m'a dit, est-ce que dans 3 semaines, vous pouvez être là? Je dis, ben, si au niveau de l'immigration, enfin moi je connais pas l'immigration aux Seychelles, quoi. Et il me dit non, les papiers seront bons, il y a juste l'ambassade qui doit signer un papier et puis après vous venez et il n'y a pas de problème. Je dis bon, ok, d'accord. Donc je descends, je fais ben. Il me dit, est-ce que vous pouvez me donner votre réponse dans les 24 heures? Je descends, je dis à mon père, bon ben, je crois en fait que ça, c'est vraiment ce qui se passe là. Je pars aux Seychelles dans 3 semaines. J'allais dire c'est fini pour aujourd'hui, mais pas complètement, car je vous le disais en introduction, j'ai décidé de couper l'histoire d'Elsa en 2 épisodes puisque son histoire est très riche. Je vous encourage donc à lancer l'épisode 2 qui vous racontera la suite du parcours d'Elsa, un parcours à nouveau plein de rebondissements. À tout de suite.